Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au lancement des préparations pour le concours de l'Institut international des assurances. Donc, dans notre vidéo, elle est articulée en 4 points. Le premier point, nous allons parler de, de présenter l'Institut international des assurances, IIA, et les différents concours d'entrée. Le deuxième point, nous allons voir quels sont les débouchés des, des diplômés de cette école-là. En troisième point, nous allons voir quel est le service de préparation en ligne que nous vous offrons. Et en quatrième point, on vous réserve un bonus pour la fin. C'est la correction de 3 concours. Le concours de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2010. Ça, c'est l'ancienne appellation. Ensuite, le concours du master professionnel en assurance et le master en actuariat, ceux de 2022. Donc, sans plus tarder, on va passer au premier point, la présentation de l'IIA. Alors, IIA, c'est quoi? C'est Institut international des assurances. Voilà, Institut international des assurances, c'est un établissement de formation professionnelle à caractère international, créé en 1972 à Yamoussoukro, en application des dispositions de la Convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations des assurances. Son siège social, c'est à Yaoundé, au Cameroun, du Cameroun, et c'est ouvert aux ressortissants membres des États de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, dont il s'agit des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Comore, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Donc voilà les pays qui sont candidats pour compétir, pour se faire former, pour faire former leur cadre en assurance dans cette école-là. Alors, quels sont les concours d'entrée? Le premier concours d'entrée, c'est ce qu'on appelle le concours d'entrée en master professionnel en assurance. C'est l'ancienne appellation du diplôme d'études supérieures spécialisées en assurance. Et les diplômes requis sont quoi? C'est toute licence toute discipline. Donc, si vous avez une licence en mathématiques, une licence en économie, une licence en droit, une licence en géographie, quelle que soit votre licence, et plus une année d'expérience professionnelle, ça peut être une expérience dans n'importe quoi, hein, dans l'enseignement, pour ceux qui ont fait des vacations, avoir travaillé dans une petite entreprise. Bref, il faut juste être capable de justifier une année d'expérience plus la licence. Là, vous êtes candidat au concours de master professionnel en assurance. La deuxième, le deuxième diplôme requis, c'est si vous avez une maîtrise dans n'importe quelle discipline, une maîtrise dans n'importe quelle discipline, vous pouvez aussi compétir à l'IA. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez une licence plus un an d'expérience, soit vous avez une maîtrise dans n'importe quelle discipline. Euh, et l'autre condition, c'est qu'il faut que votre pays lance le concours. C'est-à-dire que l'IIA va lancer le concours d'entrée, mais chaque État membre maintenant va sortir un arrêté pour son concours. Donc, vous devez vous rassurer de ça. Et les épreuves de cette option, les épreuves de cette option de master professionnel en assurance, c'est une épreuve de culture générale qui est obligatoire, n'est-ce pas? Cette épreuve aussi est obligatoire. Ensuite, il y a aussi euh, la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de droit ou économie ou mathématiques, statistiques, calcul des probabilités ou technique d'assurance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour la deuxième épreuve, vous allez choisir soit de faire le droit, soit de faire l'économie, soit de faire les mathématiques, statistiques et calcul de probabilité, soit de faire technique d'assurance. Donc, c'est une épreuve qui a plusieurs parties et le candidat doit choisir. Bien, aussi pour cette filière-ci, à l'IA, tous les étudiants sont boursiers, hein, tous les étudiants sont boursiers et généralement ce sont les États membres qui s'occupent de leur bourse. Le deuxième concours pour lequel nous nous intéressons, c'est le master en actuariat qui existe depuis 2021.
n'est-ce pas? Bref, la première promotion était sortie en 2021. La première promotion, c'est le Master en Actuariat. C'est une double diplomation avec l'ISFA de Paris. Une double diplomation, vous avez un diplôme d'actuaire, de Master en Actuariat. Le diplôme requis pour faire ça, c'est au moins une licence en mathématiques ou en sciences économiques. D'accord. Et voici l'autre condition, c'est que votre pays doit aussi lancer le concours. C'est-à-dire, en plus du fait que l'école lance le concours, votre pays doit être intéressé par le concours. Donc, ici, il y a trois épreuves. Une première épreuve de culture générale obligatoire, une deuxième épreuve de mathématiques, ça aussi c'est obligatoire, et une épreuve d'anglais. D'accord? Mais tenez-vous tranquille, la culture générale et les mathématiques ne sont pas très compliquées. Généralement, ce sont des mathématiques qui sont très très corsées pour avoir corrigé certains sujets. Je peux vous dire que ces sujets sont très corsés. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure dans la correction que nous allons faire, c'est vraiment très très corsé. Donc, voilà les deux concours. Il y a aussi euh, une autre option, mais ça ne nous intéresse pas. Très bien. Passons au deuxième point. Quels sont les débouchés des diplômés de cette école? Les débouchés sont les cadres supérieurs des compagnies d'assurance. D'accord? Les cadres supérieurs des compagnies d'assurance, les, les cadres supérieurs dans les banques, d'accord? Les cadres supérieurs bref, dans les services d'assurance des grandes firmes internationales. Donc, généralement, ce sont des profils très recherchés sur le plan international. D'accord? Donc voilà les principaux débouchés. Généralement, à l'issue de la formation de ces personnes-là, ce que j'ai constaté, c'est que pour la plupart, ils vont travailler à l'étranger, hein, pour la plupart. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous vous proposons pour réussir le concours? Parce que le concours se fait tous les 2 ans. D'accord? La dernière édition, c'était en 2022. La dernière promotion, c'est la promotion 2022-2024. Donc, il y a une promotion qui est en cours de formation qui va sortir en 2024. Et la prochaine promotion, donc, c'est 2024-2026. D'accord? Ça veut dire qu'en 2024, l'année prochaine, le concours sera lancé. Et qu'est-ce que nous vous proposons pour ça? Nous vous proposons un service de préparation en ligne qui comporte une correction des anciens sujets disponibles, d'accord, les anciens sujets disponibles. Ensuite, dans notre package, ça c'est le premier élément du package. Le deuxième élément du package, c'est 3 jours de cours par semaine en ligne sur Google Meeting et sur YouTube. Donc, 3 jours de cours par semaine, d'accord, 3 séances de cours par semaine, c'est très intéressant. Ensuite, nous proposons aussi du coaching personnalisé, c'est-à-dire que si vous avez des préoccupations spécifiques en dehors de ces 3 jours de cours, là, vous êtes suivi. L'autre élément aussi qui est très intéressant, c'est que nous avons identifié la source des anciens sujets, c'est-à-dire que quels sont les livres dans lesquels les exercices sont tirés, quels sont les liens, sites internet, etc. Tout ça au prix unique de 25 000 francs. 25 000 francs CFA, c'est, c'est, c'est à peu près 50 $, hein, 25 000 francs. Donc, vous vous rendez compte d'un tel service à seulement 25 000. La vérité, c'est que pour vous préparer pour ces concours-là sur le long terme, généralement, c'est dans les 50-60 000. Mais nous vous proposons de vous faire ce service en ligne à 25 000 francs. Donc voilà, présenter le service que nous vous offrons. Bon, maintenant, on passe à la partie bonus, la correction de quelques exercices. On va corriger le sujet de 2010, ce sujet-ci. D'accord, donc on va le corriger. On va corriger aussi le dernier sujet de le master professionnel en assurance, celui de 2022, et le master en actuariat, celui de 2022 aussi. Donc, on passe directement à la feuille d'exercice. Donc, voilà, le premier sujet que nous allons faire, c'est
la 20e promotion du cycle diplôme d'études supérieures spécialisées en assurance, DESSA, 2010-2012. Comme vous pouvez le constater, ici, on dit le candidat doit choisir une, une épreuve au choix. Donc, il y a l'épreuve de droit, l'épreuve d'économie, l'épreuve de mathématiques, statistiques et calcul de probabilité, l'épreuve de techniques d'assurance. Donc, ce que nous allons faire pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons nous attarder sur l'épreuve de mathématiques, statistiques et calcul de probabilité. Les autres épreuves seront réservées pour les personnes qui vont souhaiter se faire accompagner par nous. Donc, on passe donc à l'exercice de mathématiques. Ouais, ça commence là. Donc, vous voyez que pour l'épreuve de mathématiques, je vais me changer de couleur. Pour l'épreuve de mathématiques, on a, non, c'est là, c'est cette épreuve. On a un premier exercice qui compte pour 9 points. C'est mathématiques algébriques. Un deuxième exercice qui concerne les mathématiques financières. Ça, c'est la maths financière. Ensuite, un troisième exercice qui concerne encore les mathématiques pures. C'est l'algèbre. Et un quatrième exercice qui concerne les statistiques et probabilités. Donc, ce que nous allons faire, nous allons corriger l'exercice 1. L'exercice 1 qui parle des projections orthogonales. Nous allons aussi corriger l'exercice 3. L'exercice 3 qui parle des probabilités. Donc, sans plus tarder, on passe à la feuille d'exercice. Donc, on va appeler ça, on va dire correction. Correction, exercice 1. D'accord. Correction, exercice 1. Donc, ça, on va encadrer. OK. D'accord. Alors, premier exercice, on dit ceci. On rappelle qu'une matrice M, une matrice carrée M d'ordre N est celle d'une projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel E de Rn si, première condition, quel que soit le vecteur de E, M multiplié par V égale à V. Là, c'est logique. Deuxième condition, quel que soit le vecteur qui appartient à l'orthogonale de E, M multiplié par V est égal au vecteur nul. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel orthogonal. Le sous-espace vectoriel orthogonal. Donc la première question, c'est montrer que si M est une matrice de projection orthogonale, alors M carré égale à M, tout simplement. On veut montrer que M carré égale à M. Bon, en guise d'illustration, j'aime toujours illustrer mes démonstrations. On va se mettre un peu dans le cas où R puissance N, n'est-ce pas? Notre espace vectoriel, c'est R carré. Donc, on se place dans le cas où N égale à 2. On se place dans le plan. Et puis, on va prendre notre espace vectoriel E égale, par exemple, au sous-espace engendré par un vecteur U. D'accord? Graphiquement, comment ça va se présenter? Je vais faire un petit graphique. Supposons que voilà notre repère ici. C'est notre repère. On va tracer notre repère là. Ok. Donc, voilà notre repère. Supposons que c'est le repère O, I, J. Ensuite, je prends, ça c'est tout ça là représente R carré. D'accord? Tout ça là c'est le plan qui représente R carré. Ensuite, je considère une droite vectorielle. Considère une droite vectorielle. La droite vectorielle passe toujours par l'origine. Il ne faut jamais oublier ça. Pardon.
Pourquoi les droites vectorielles passent toujours par l'origine? Parce que le vecteur nul appartient toujours aux droites vectorielles. Donc, je prends une droite vectorielle comme ça là. Donc, ça, c'est ma droite E. Ici, ça c'est mon sous-espace vectoriel E. Et puis, je considère l'orthogonale de E. L'orthogonale de E, c'est quoi? L'orthogonale de E, c'est le sous-espace qui est orthogonal à E. Je vais prendre ça comme ceci. C'est un sous-espace vectoriel aussi. L'orthogonale de E, ça sera comme ça, à peu près. On va, on va bien arranger ça. Ça doit être orthogonal. Ok, donc voilà l'orthogonale de E. D'accord, ça c'est E orthogonale. Vous voyez que si vous considérez la projection orthogonale sur E, projection orthogonale sur E, si vous prenez par exemple un vecteur, considérons un vecteur, ça c'est pour bien illustrer, hein. Considérons un vecteur U, U comme ceci. On va mettre ça sur une autre couleur. Prenons le vecteur U. Oui, oui, considérons le vecteur U. Non pas U, disons vecteur V ou bien W. Voilà, disons le vecteur W. Vous voyez que W peut se décomposer en, en somme de deux vecteurs, c'est-à-dire que W peut s'écrire sous la forme W1 plus W2 avec W1 qui appartient à E et W2 qui appartient à l'orthogonale de E. Donc, si on veut par exemple tracer ça, qu'est-ce que ça va donner? W1, on va mettre ça en petit trait, pardon, W1, ok. Voilà, W1, je vais construire W1 en projetant W sur E. C'est la projection orthogonale. On aura ça, on aura aussi ceci. D'accord. Vous voyez qu'on obtient le vecteur, ce vecteur-ci. Ce vecteur, on va mieux l'illustrer. On va obtenir le vecteur. On va mettre ça sur une autre couleur. On va mettre quelle couleur là? On va mettre en rouge. On obtient ce vecteur. D'accord. On va même augmenter l'épaisseur. On obtient ce vecteur W1. Alors, voilà. Attends. Le vecteur W1, il est là. Voilà le vecteur W1. Pareillement, hein, on peut projeter aussi W là sur l'orthogonale. Qu'est-ce que ça va donner? On projette sur l'orthogonale, ça va donner ce vecteur-ci. Voilà. Voilà l'orthogonale. On a projeté sur l'orthogonale. Maintenant, si on représente W2, W2, ça va être ce vecteur. Attends. Ok. Non, j'ai pris le mauvais sens.
W2 égale à ce vecteur. Voilà, très bien. Donc W égale à W1 plus W2. D'accord. Et il faut aussi savoir, il y a une autre propriété il fallait savoir pour résoudre la question, c'est que lorsqu'on a une projection orthogonale, alors le sous-espace sur lequel on projette est en somme directe avec le sous-espace orthogonal. Donc plus E plus E orthogonal égale à R puissance n. Donc voilà l'autre propriété. Ce qui fait donc que si on prend donc un V qui appartient à R puissance n, comme c'est dit dans l'exercice, l'idée c'est de montrer que M carré de V est égal à M de V. L'idée c'est de montrer ça. Donc on sait que V égale à un V1 plus un V2 avec V1 qui appartient à E et V2 qui appartient à orthogonale de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M fois V égale à V1 parce que V1 appartient à E et M est une projection orthogonale. Et M fois V1 égale à V1 encore. D'accord? D'après la première propriété des projections orthogonales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M carré fois V est égal à M fois MV qui est égal à M. Alors MV1 pour mettre ça entre parenthèses, ça fait MV1 qui est égal à V1 qui est encore égal à M fois V. Donc on vient de montrer que M carré fois V est égal à M fois V, ceci quel que soit le vecteur V qu'on prend dans R puissance n. Donc ça démontre que M carré égale à M. C'est pour la première question. La deuxième question, 1b, on déduit qu'une telle matrice est diagonalisable. Donc, on dit d'en déduire qu'une telle matrice est diagonalisable. Là aussi, c'était pas très compliqué. Donc, petit b, 1b, on dit déduisons que M est diagonalisable. Bon, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on constate? On va constater que comme M carré égale à M, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M carré moins M égale à la matrice nulle, ce qui veut dire que M facteur de M moins I égale à la matrice nulle. Donc, si on prend le polynôme P de X égale à X facteur de X moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a P de M qui est égal à la matrice nulle. Ça veut dire que le polynôme P est un polynôme annulateur. C'est un polynôme annulateur de M. Et ça veut aussi dire que les valeurs propres de M sont 0 et 1. C'est ce que ça veut aussi dire. Maintenant, pour démontrer que, parce qu'on est en dimension n, n'oublions pas qu'on est dans R puissance n, mais on n'a que deux valeurs propres, 0 et 1. Si on avait
Si on avait n valeurs propres distinctes, on pouvait conclure directement que la matrice est diagonalisable. Mais ici, on a des valeurs propres multiples. D'accord? Donc, ici, il faut démontrer, il faut déterminer le sous-espace caractéristique associé à chaque valeur propre. Donc, c'est ce qu'il faut faire ici. Déterminant, détermination, déterminant les sous-espaces caractéristiques associés à chaque valeur propre. À chaque valeur propre. On sait que le sous-espace caractéristique associé à une valeur propre lambda est égal au ker, est égal au noyau de m moins lambda i. D'accord. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est quoi? C'est que pour lambda égale à 0, on commence par là. Pour lambda égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On aura donc U appartient à E0 si et seulement si MU égale au vecteur nul. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que U appartient à l'orthogonale de E, n'est-ce pas? Donc, le ker, le noyau de, de M est égal à, qui est égal à E0 est égal à l'orthogonale de E, tout simplement. De même, pour lambda égale à 1, pour lambda égale à 1, on aura donc U appartient à E1 et qui va dire que MU égale à U. Ceci veut dire que U appartient à E, à l'espace de projection. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que ceci veut dire que E1 égale à E. Maintenant, si on note par exemple B1 égale à une base de E et B2 une base de l'orthogonale de E, alors qu'est-ce qu'on a? On a que la famille B1, B2 forme une base de R puissance n. Et on sait que quel que soit le vecteur U qu'on prend dans la base B1, quel que soit le vecteur de la base B1, on aura, parce que l'idée c'est d'écrire la matrice de M, on aura MU égale à U. Et quel que soit le vecteur V appartenant à B2, on aura MV égale au vecteur nul. Maintenant, posons par exemple R égale à la dimension de E. Ça veut dire que la dimension de E orthogonale c'est n-r. Et si on pose aussi B1 égale le sous-espace égale à la base E1 de jusqu'à ER et B2 égale à l'espace F1, F2 jusqu'à F10, N-R, qu'est-ce qu'on a? On a donc la base, notre base B, qui est égale à B1, B2, est égale à E1, E2, jusqu'à ER, ensuite F1,
F2 jusqu'à Fn-R. D'accord? Parce que la dimension de E orthogonale, c'est N-R. Donc, maintenant, une fois qu'on a dans la base, ça c'est une base de E, de R puissance N. Maintenant, l'idée c'est de calculer la matrice de M dans cette base. On sait donc que quel que soit I allant de 1 jusqu'à R, M multiplié par EI est encore égal à EI, car les EI appartiennent à quoi? Les EI appartiennent à E. D'accord? On sait aussi que quel que soit J allant de 1 jusqu'à N-R, M fois EJ égale à 0, car les EJ appartiennent à E orthogonal. Ceci veut dire quoi? Les deux ici veut dire que la matrice de M dans la base B est égale à quoi? C'est une matrice qui aura, on va mettre ici à la première colonne, on va mettre M de E1. Ça sera dans 1, 0, 0 jusqu'à 0. Et ici, on va s'arrêter. Je vais mettre une indication. Ici, on va s'arrêter à la ligne. On va dire que c'est la ligne changement de couleur. Là, c'est la ligne numéro R. D'accord. Pareil. La deuxième colonne, ensuite, ça va continuer de 0 jusqu'à 0. Ça, c'est, vous voyez ici, d'ici à là, on a N-R ligne. On a N-R ligne. Alors que d'ici à là, on a R ligne. Ensuite, on aura 0, 1, 0 jusqu'ici 0. Ensuite, on aura 0, 0. Ensuite, on aura 0, 0, 1, point, 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 0. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on va arriver à la colonne numéro R. N'est-ce pas? Cette colonne R. 0, 0, point, point, point. Et la dernière valeur sera 1. Par contre, tout ce qui sera en bas sera 0. Pareillement, tout ce qui sera ici sera 0. Tout ce qui sera là sera 0. Donc, on peut poser I indice R. I indice R, la matrice identité à dimension R. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. 0, 0, 1. Et on pose aussi 0 de R, par exemple, égale à la matrice nulle. Donc, si on pose 0 de R égale à la matrice nulle en dimension R, on écrit donc la matrice de B, la matrice de M dans la base de B n'est rien d'autre que IR. Ici, on a IR, on a 0 de N-R, 0 de N-R, et enfin 0 de R, ici. Et ça, c'est bien une matrice diagonale. Matrice diagonale. Très bien. Donc, voilà pour la question 1B. Ok, maintenant, on passe à la question 1C.
La question... alors, on était à la question 2. Non, qu'est-ce que je dis? On était à la question 1B. Oui, voilà, 1B. Maintenant, on passe à la question du bas. Cette question, on va l'appeler... Ils ont encore noté une question 1. Bon, c'est une erreur. Bon. Ici, on dit de montrer que quel que soit V qu'on prenne à Rn, quel que soit V qu'on prenne à Rn, que voici, V appartient à E si et seulement s'il existe X dans Rn tel que V égale à A multiplié par X. V est égal à A multiplié par X. Alors, cette question a un petit problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la matrice A, c'est la matrice ayant pour les colonnes les VJ, n'est-ce pas? Avec les VJ qui forment une base de l'espace Rn. Ça veut dire quoi? Bon, on va continuer ici. Je vais mettre un trait pour séparer la feuille. Mais un grand trait. Ok. Donc, on a dit ceci. Donc, la base de E, c'est... On reprend l'énoncé. La base de E, c'est la famille de vecteurs V1, V2, jusqu'à VP. N'est-ce pas? On a pris P vecteur. Ici, on est en train de supposer que E, que la dimension de E égale à P. Très bien. Ensuite, on dit que A, c'est la matrice. A, c'est la matrice formée des colonnes VJ. Donc, A, c'est la matrice qu'on a construite de sorte que à la première colonne, on met V1, coordonnées de V1, à la deuxième colonne, on met V2, ainsi de suite jusqu'à la Pm colonne, on va mettre VP. D'accord? Il faut savoir que chaque VI, chaque VJ, chaque VI là appartient à R puissance n. Ça veut dire que ça a n composantes. Donc, du coup, la matrice A, à quel format? Ça appartient à l'ensemble des matrices qui ont n lignes et p colonnes. D'accord? À coefficient réel. Donc, le format de A, c'est n lignes, p colonnes. Très bien. Donc, ensuite, on dit montrer que si on prend un vecteur qui appartient à E, alors il existe un vecteur x de Rn tel que V égale à alpha x. Donc, on dit qu'il existe, si V appartient à E, il existe x dans Rn, un vecteur de n lignes, tel que V égale à V soit égal à, ils ont dit, A multiplié par X. A multiplié par X. Alors, la première question qu'il faut savoir, qu'il faut poser, c'est est-ce que ce produit-ci est possible? Est-ce que ce produit-ci est possible? Est-ce que c'est possible? Parce que pour que le produit de deux matrices soit possible, il y a certaines conditions à vérifier sur les lignes et les colonnes. Donc, on sait que X est une matrice qui a n lignes et une colonne, et A
est une matrice qui a n lignes et p colonnes. Ça veut dire que le produit A fois X est impossible, en fait. Donc ça, c'est une erreur de l'épreuve. Mais supposons que on va travailler avec cette erreur-là. On va travailler avec cette erreur. Bon, ça, on va changer de couleur. Pour travailler avec cette erreur, il fallait forcer un peu les choses et utiliser ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si la famille V1, V2 jusqu'à VP est une base de Rn, de E, autant pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les VJ, J allant de 1 à P, forment quoi? Une famille libre. Forment une famille libre. Parce qu'une base, c'est une famille libre génératrice. Donc, d'après le théorème de la base incomplète, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut trouver, il existe, on va dire qu'il existe W1, W2 jusqu'à Wn-P vecteurs tels que la famille V1, V2 jusqu'à VP et on complète W1, W2 jusqu'à Wn-P soit une base. Donc forme une base de Rn. Une base de Rn. C'est le théorème de la base incomplète. Si vous avez une sous-famille de vecteurs libres, alors on peut baisser un peu. On peut compléter cette famille-là pour constituer une base. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, on va donc considérer un vecteur qui appartient à E. D'accord? Ça veut dire qu'il existe un P-uplet unique. Alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha P, un P-uplet unique de R puissance P, tel que V s'écrive comme combinaison linéaire des VJ égale la somme des alpha J, VJ, J allant de 1 à P. D'accord? On peut donc dire que c'est encore égal à la somme des alpha J, VJ, J allant de 1 à P, plus la somme de 0 fois WK, K allant de 1 jusqu'à N-P. Vous voyez, on a exprimé V dans la base, dans la nouvelle base qu'on a construite. Donc, on va donc dire que en posant X égale alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha P, ensuite les 0 jusqu'à 0 en bas, posant X égale à ça, on voit que X est un vecteur de R puissance N, n'est-ce pas? Et cette relation-ci, étoile peut bien s'écrire V égale à AX. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc, le X qu'on cherche, c'est ce X-là. Donc, voilà donc démontrer la première, la question qui a suivi. Ensuite, l'autre question, c'est quoi? Question 2. On doit démontrer que
Transposé de A fois A est inversible. Transposé de A fois A est inversible. Donc là aussi, il fallait être un peu astucieux. Donc on va mettre la deuxième question. Montrer que transposé de A fois A est inversible. Alors pour répondre à cette question, on va dire quoi? On va dire que les VJ là, on va écrire VJ dans la base initiale. Si on pose par exemple B étoile la base canonique de R puissance n. D'accord. La base canonique de R puissance n. B étoile égale à quoi? Est égal à E1, E2 jusqu'à En. D'accord. Avec chaque EJ qui est égal à quoi? 0, point, 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 0, 1, 0, point, 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 0. Et le 1 qui apparaît où? 1 qui apparaît à la ligne, ça, c'est la ligne J. D'accord. Une fois qu'on a pris cette base-là, on peut dire que chaque VJ peut s'écrire sous la forme somme des alpha JI, EI, I allant de 1 jusqu'à N. C'est-à-dire que on peut dire que VJ c'est alpha J1, E1, plus alpha J2, E2, plus point, 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 plus alpha JN, EN. Très bien. Et ça veut donc dire que notre matrice A, comme c'est la matrice A est formée de des matrices VJ, notre matrice A est donc égale à quoi? Notre matrice A est égale à, ici on aura alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 1, 3, et ainsi de suite, jusqu'à alpha 1, n. Ça, c'est la matrice dans la base canonique. Ici on aura alpha 2, 1, alpha 2, 2, alpha 2, 3, jusqu'à alpha 2, n. Ensuite, ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne qui est la PM colonne alpha P1, alpha P2, alpha P3, ainsi de suite jusqu'à alpha Pn. Donc voilà notre matrice A, n'est-ce pas, qui est une matrice qui a combien de lignes? Ça a n lignes, P colonne, à coefficient dans R. Ça a n lignes, P colonne. Pareillement, si on écrit la transposée de A, la transposée de A égale à quoi? Transposée de A, ici, on va transformer les lignes en colonnes. Ça va faire plutôt la matrice alpha 1, 1, alpha 2, 1, ainsi de suite, jusqu'à alpha P1. Ensuite, on aura alpha 1, 2, alpha 2, 2, jusqu'à alpha P2, ainsi de suite, jusqu'à alpha 1n, alpha 2n, ainsi de suite, jusqu'à alpha Pn. On voit que cette matrice-ci appartient plutôt à quoi? À l'ensemble des matrices à coefficient réel qui ont P lignes et N colonnes. Donc ça, c'est cette matrice-ci, c'est une matrice N fois P. Et cette matrice, c'est une matrice P fois N. Donc vous voyez donc que quand on va faire la matrice transposée de A multipliée par A, on va voir que c'est une matrice carrée d'ordre P. Pourquoi? Parce que la matrice, le format de transposé de A, c'est quoi? C'est P multiplié par N, P ligne N colonne, alors que le format de A, c'est N ligne P colonne.
Ça veut dire que le format de transposé de A fois A, ça sera P ligne, P colonne, tout simplement. Donc, maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que si on note par exemple VI, VJ, n'est-ce pas? Le produit scalaire. Le produit scalaire entre les vecteurs VI et VJ. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Transposé de A multiplié par A, c'est la matrice des produits scalaires. D'accord? La matrice des produits scalaires qui peut s'écrire de la manière suivante. Transposé de A multiplié par A sera égal à, ici on aura le produit scalaire V1, V1, on aura le produit scalaire V1, V2, on aura le produit scalaire V1, V3, ainsi de suite jusqu'au produit scalaire V1, VP. Ensuite, ici, on prend le produit scalaire V2, V1. On aura le produit scalaire V2, V2. On aura le produit scalaire V2, V3. Ainsi de suite jusqu'au produit scalaire V2, VP. Ainsi de suite également là. Si on aura le produit scalaire VP, V1, produit scalaire VP, V2, produit scalaire VP, V3, jusqu'au produit scalaire VP, VP. Ça, c'est une matrice comment? Ça, c'est une matrice symétrique définie positive. D'accord? Ça, c'est une matrice symétrique définie positive parce qu'elle est constituée de produits scalaires. Ceci veut donc dire quoi? Ceci veut dire que le déterminant de transposé de A multiplié par A est différent de 0. D'accord? Ceci implique tout simplement que A est inversible. C'est tout. Donc voilà donc la deuxième question. Venons à l'exercice. Que dit l'exercice? La suite. 3. On pose M égale à A fois transposé de A fois A moins 1. On pose M égale à tout ceci. M égale à tout ceci. D'accord, ça c'est M. On va montrer que M est une matrice de projection orthogonale. Pour cela, il suffit de montrer que M carré égale à M. Donc, on va revenir. On est à la question. À quelle question là? 3A. Question 3A. Donc, ok. Question 3A. On a dit que M égale. Donc, je vais relire. Ok, A. M égale à matrice A multiplié par transposé de A fois A tout moins 1 tout multiplié par transposé de A. On va montrer que M est une projection orthogonale. Projection orthogonale. Pour montrer ça, on va calculer M carré et montrer que M carré et voir est-ce que M carré est égal à M. Si on aboutit à ça, ça permet de conclure parce qu'à la première question, on a montré qu'une projection orthogonale vérifie cette propriété. Donc, on va calculer M carré, ça serait égal à A multiplié par transposé de A fois A tout moins 1
l'autre fois transposé de A, tout ça multiplié par lui-même, n'est-ce pas? A multiplié par transposé de A fois A le tout moins 1 fois transposé de A, car on peut justifier en disant que M carré égale à M fois M. D'accord. Maintenant, comme le produit des matrices est associatif, on va dire que c'est A multiplié par transposé de A fois A moins 1 multiplié par transposé de A fois A multiplié encore par transposé de A fois A moins 1 tout multiplié par transposé de A. Maintenant, si on prend par exemple ceci, ça c'est l'identité. Parce qu'on a montré tout à l'heure que cette matrice-ci est inversible. Donc ça va donner quoi en fin de compte? Ça va donner A multiplié par transposé de A fois A tout moins 1 tout multiplié par transposé de A. On trouve que c'est encore égal à M. On vient de montrer que M carré égale à M. Ce qui conclut que c'est une projection orthogonale. D'accord. Maintenant, on est à la question 3b. Dans la question 3b, on est à la question 3a. Question 3b, qu'est-ce qu'il nous a demandé? La question 3b, on dit montrer que M est symétrique, déterminer le rang de M. Très bien. Donc, pour montrer que M est symétrique, il suffit de montrer que transposé de M égale à M. Et ici, on va rappeler la propriété qui dit que transposé du produit de deux matrices X fois Y est égal au produit de transposé de Y fois transposé de X. Donc là, il faut inverser. Donc là, on va donc calculer transposé de M égale à quoi? Égale à transposé de A multiplié par transposé de A fois A moins 1 multiplié par transposé de A. Ça va donc faire quoi? D'après cette propriété, ça va faire transposé de A multiplié par transposé de A fois A tout moins 1, n'est-ce pas? Multiplié par transposé de A. Donc, ici, en plus de cette propriété-ci, on rappelle aussi que transposé de la transposée d'une matrice X égale à X et que la transposée d'une matrice inversible transposé de X moins 1 égale à transposé de X de tout moins 1. Ce sont les propriétés démontrées et établies. Donc, on va donc trouver que transposé de M va être égal à A multiplié par transposé de A fois transposé de A de tout moins 1 multiplié par transposé de A. D'accord, parce que ceci donne A, ceci c'est là, et enfin ça c'est là. Donc ça va donner A multiplié par transposé de A multiplié par A le tout moins 1 multiplié par transposé de A. Vous voyez que ça donne encore M. Ça veut dire que M est une matrice symétrique. Tout simplement. M est une matrice symétrique. Maintenant, déterminer le rang de M. Donc, pour déterminer le rang de M, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, ici, il faut remarquer que le rang d'après la question 2 ou 3, là où on demandait de montrer qu'elle est diagonalisable, pour déterminer le rang de M, on a trouvé la matrice d'une telle la matrice équivalente, n'est-ce pas? On a vu que
la matrice de M dans la base B était égale à la matrice IP, donc dans ce cas ça fait IP 0 de N moins P, ici 0 de N moins P, et enfin 0 de P. Vous voyez que la seule sous-matrice de déterminant non nul qu'on peut former à partir de la matrice de B, c'est cette sous-matrice-ci. Donc je vais mettre ça en jaune pour que vous voyez bien. La seule sous-matrice, c'est cette sous-matrice. C'est ça la seule sous-matrice. Donc à partir de ça, ceci nous permet de conclure que le rang de M égale à P. Tout simplement. Le rang de M égale à P. Maintenant, montrer que M est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres. D'accord. Donc ça, on a la question 3C. On est ici. On va montrer que M est diagonalisable. Bon, on peut déjà dire une première chose. On peut déjà dire que on a la question 3C. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'après 1B, n'est-ce pas? Après la question 1B, M est diagonalisable parce que c'est une projection. On a démontré ça à la question 1B. M est diagonalisable. Non, on l'a montré ici, c'est là. On a la matrice diagonale de M. Maintenant, ses valeurs propres sont dans les valeurs propres. La matrice M, c'est 0 et 1. Ensemble des valeurs propres. C'est-à-dire le spectre de M. C'est l'ensemble 0, 1. Maintenant, il faut remarquer que, là je vais revenir sur un collage simple. Il faut remarquer que les VJ sont les vecteurs propres associés à 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit J qu'on prend dans l'ensemble 1 jusqu'à P, si vous calculez M multiplié par VJ, vous allez trouver VJ. D'accord? En effet, si on démontre ça, en effet, d'après 1, on a VJ qui appartient à E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une matrice, un vecteur XJ dans Rn tel que VJ est égal à A multiplié par XJ. On a donc quoi? Qu'est-ce qu'on a donc? On a donc que M fois VJ est égal à, on connaît l'expression de M. L'expression de M, c'est A multiplié par, non, si on écrit d'abord M par son expression, ça va faire M, on a dit que VJ c'est fois A XJ, ce qui est égal à A multiplié par transposé de A fois A, le tout moins 1, fois transposé de A, le tout multiplié par A XJ. Ça c'est parce que ceci représente notre M
c'est égal à quoi? C'est égal à A multiplié par transposé de A fois A, le tout moins 1, fois transposé de A fois xj. Or, ceci représente l'identité. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir A multiplié par xj qui est encore égal à vj. Donc, ça démontre bien que les vecteurs propres associés à vj, à 1 sont les vj. D'accord? Ok. Et le vecteur propre associé à 0, c'est 0. Ce sont les vecteurs nuls. Donc, ça répond à la question. On était où? Donc, on a montré que les VJ sont les vecteurs propres associés à 1. Les vecteurs nuls sont les vecteurs propres associés à 0. Maintenant, ici, on a la question 4. Question 4. On dit on considère dans Rn le sous-espace E de dimension 1 engendré par le vecteur V formé de 1. Écrire la matrice de la projection orthogonale sur E. Bon, là, on connaît déjà ça, c'est juste l'application. Hein. Là, c'est l'application. On a la question 4. C'est l'application de toutes les choses qu'on vient de voir. Dans la question 4, qu'est-ce qu'on dit? On dit 4 petit a. On dit que E, c'est le sous-espace engendré par V avec V qui est la matrice des 1. D'accord. On sait que la matrice de la projection, c'est A multiplié par transposé de A fois A, le tout moins 1 multiplié par A. Et transposé de A multiplié par A est égal à 1, 1, 1 multiplié par 1, 1, 1. Ça donne la matrice une ligne, une colonne qu'on va appeler N comme ceci. N'est-ce pas? Donc, ceci veut dire que transposé de A multiplié par A, le tout moins 1 est égal à 1 sur N. Et par conséquent, M égale à quoi? Égale à 1, 1, 1 multiplié par 1 sur N multiplié par 1, 1, 1. Ici, je vais expliquer un peu. C'est parce que tout simplement, on a notre A ici. D'accord? On a notre alpha transposé de A qui est là. Et enfin, on a notre A. D'accord? Ok. Il faut noter que ça, c'est... Il y a une petite erreur ici. C'est... Attendez, je revois un peu. Ok. Je fais un petit bobo, mais c'est pas grave. En fait, ça là, c'est transposé de A. Ok, donc oui, c'est bon, ça marche. Ça va donc être égal à on écrit ça en couleur une fois. 1 sur N multiplié par la matrice des 1. D'accord? Donc, voilà donc la matrice de M. Ensuite, à la question 4b. 4b, à la question 4b, on dit on considère sous-espace, oui. Question 4b, écrit l'expression de la projection orthogonale d'un vecteur X
sur E. Donc, on veut l'expression de x, de la projection d'un vecteur x. Bon, là aussi, c'est simple. Donc, on a la question B. Si j'appelle par exemple y égale à mx, notre x, c'est le vecteur x1, x2 jusqu'à xn. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si je calcule, on peut aussi y égale à, disons, y1, y2 jusqu'à yn. On constate tout simplement que y est égal à mx équivaut à quoi? y1, y2 jusqu'à yn égale à 1 sur n fois la matrice des 1 multiplié par x1, x2 jusqu'à xn. Donc, on va voir que ça va donner 1 sur n par la somme des xi et allant de 1 à n, pareil à tous les niveaux. 1 sur n, somme des xi et allant de 1 à n. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc que l'expression de notre projection, c'est y1 égale à 1 sur n, facteur de x1 plus x2 plus un bon point jusqu'à plus xn. y2, c'est 1 sur n, facteur de x1 plus x2 plus bon point jusqu'à plus xn, ainsi de suite jusqu'à yn égale à 1 sur n, facteur de x1 plus x2 plus bon point jusqu'à plus xn. Donc, voilà donc corriger l'ensemble de l'exercice 1. Voilà. On va le corriger. Correction de l'exercice 1. Ok. Bon, là, on peut aussi passer à la correction de quel exercice? Il y a aussi l'exercice 3 qu'on souhaite corriger. Exercice 3. D'accord. Ok, l'exercice 3 n'est pas très compliqué. Bon, là, on va aussi le corriger. Ok, donc là, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est un exercice de probabilité. Bon, alors, on va prendre cette couleur. On dit x1, xn sont des variables aléatoires indépendantes de même densité fx et de fonction de répartition quand fx. On considère la variable y qui est égale au maximum, n'est-ce pas, des xi et allant de 1 à n. Ok. Après on dit première question. Exprimer la fonction de répartition de y en fonction de la fonction de répartition de x. Bon, pour répondre à ça, c'est simple. Donc, on est à exercice 3. Voilà. Donc, on dit calculer fy en fonction de fx. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit y, un nombre réel, n'est-ce pas, la fonction de répartition. La fonction de répartition fy est définie de R vers R qui a tout y associé fy de y qui est égal à la probabilité
que y soit inférieur ou égal à petit y. Ok. Donc, on va donc calculer cette probabilité. C'est égal à la probabilité que le maximum de xi y allant de 1 à n, n'est-ce pas, soit plus petit que y. Donc, c'est égal à la probabilité que x1 soit plus petit que y, n'est-ce pas, inter x2 plus petit que y, inter xn plus petit que y. Pourquoi? Parce que dit que le max de xi est plus petit que y, c'est qu'il va dire que quel que soit i allant de 1 à n, xi est plus petit que y. Donc, on a donc fy égale à la probabilité de quoi? De l'intersection de xi plus petit que y allant de 1 à n. Or, ça va faire le produit des probabilités que xi soit plus petit que y allant de 1 à n, car les xi sont iid, sont indépendants et identiquement distribués. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça va faire le produit y allant de 1 à n de fxi de y. Or, fxi de y est égal à fx de y. Pourquoi? Parce que les xi sont identiquement distribués de même loi x. Donc, ça va faire égal fx de y puissance n. Donc, voilà f y de y en fonction de fx. Deuxième question. Deuxième question dit où est-ce que c'est? Oui, deuxième question. On déduit la fonction de densité. La fonction de densité. Ici, c'est très simple. Hein. On sait que donc pour la déduction, on sait que la fonction de densité de y, c'est la dérivée par rapport à y à la fonction de répartition de y. D'accord? Donc, c'est égal à la dérivée par rapport à y de la fonction fx de y puissance n. Ici, on va utiliser les composés de fonctions. Ça va faire n fois f x de y multiplié par f x de y à la puissance n-1. N'est-ce pas? Ça, c'est la dérivée de composés de deux fonctions. Donc, voilà fy de y en fonction de fx de y. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer ici. Très bien. Ensuite, on passe à la question 3. On dit que x suit la loi uniforme sur 0,1. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que fx de x est égal à 1 si x appartient à l'intervalle 0,1 et 0 sinon. D'accord. On peut encore dire que c'est égal à quoi? C'est égal à la fonction indicatrice sur 0,1. Tout simplement. Donc la question qu'on a posée, c'est
euh, calculer la densité de la fonction de densité de y lorsque x sur la loi uniforme. Donc là aussi c'est simple. Qu'est-ce qu'on va donc dire? On va donc dire que on sait que la fonction de répartition de la loi uniforme c'est égal à la probabilité que x soit plus petit que x. Ça va faire l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt qui est égal à, ça va faire quoi? Ça va faire 0 si x est plus petit que 0. Ça va faire x si x appartient à l'intervalle 0, 1 et 1 si x est plus grand que 1. Donc, petit a, donc on sait que fy de y est égal à n fois f x de y multiplié par f grand f x de y puissance n-1. Puissance n-1. Bon, maintenant, si petit y est inférieur à 0, d'accord, alors fx de y égale à 0, ce qui entraîne que fy de y est aussi égal à 0. Maintenant, si y appartient à l'intervalle 0, 1, n'est-ce pas? Alors, fx de y égale à 1 et f grand fx de y égale à y, ce qui entraîne alors que on aura f y de y égale à ny puissance n-1. Et enfin, si y est plus grand que 1, alors qu'est-ce qu'on a? On a petit fx de y égale à 0, ce qui entraîne que fy de y égale à 0. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc la fonction de densité est définie par ça égale à n fois y puissance n-1 si y appartient à l'intervalle 0, 1 et 0 sinon. Donc c'est encore égal à ny puissance n-1 fois la fonction indicatrice sur 0, 1 de y, tout simplement. Ensuite, on a dit calculer l'espérance et la variance de y. Donc, ça c'est la question 3A. Dans la question 3B, on nous dit de calculer E de y et variance de y. Bon, comme vous savez, E de y c'est une loi continue. Ça va faire l'intégrale sur R de y fois f quand y de y dy, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ny puissance n dy, ce qui va donner n sur n plus 1. D'accord. Et enfin, si on calcule variance de y, on connaît d'après la formule de Koenig, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y tout au carré. Celui-ci, il est connu, n'est-ce pas? On va donc calculer l'espérance de y carré. Ça va faire l'intégrale sur r de y carré
fy de y dy, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De n y puissance n plus 1 dy, ce qui va donner n sur n plus 2. Par conséquent, variance de y qui est égal à n sur n plus 2 moins n carré sur n plus 1 carré, parce que ça c'est e de y carré, et ça c'est e de y au carré. Donc c'est égal à, lorsqu'on va faire le calcul, on réduit au même dénominateur, ça fait n facteur de n plus 1 au carré, tout divisé par n plus 2 facteur de n plus 1 au carré, moins n carré facteur de n plus 2, tout divisé par n plus 2 facteur de n plus 1 au carré, ce qui donne finalement n sur n plus 2 facteur de n plus 1 au carré. Donc voilà, c'est la fin pour cette partie. D'accord, on va arrêter là comme ça. Pour les autres exercices, économie, maths financière, probabilité, on réserve ça pour les membres de la formation. Maintenant, dans notre présentation, on devait également corriger MPA 2022-2024. Donc, maintenant on passe à cette épreuve. Donc, on revient sur la feuille d'exercice. Tout est déjà préparé. C'est là. Ok. Donc, voici le sujet de master professionnel en assurance. Là, il y a les sujets de droit, n'est-ce pas? Il y a le sujet de droit, ok. Il y a le sujet d'économie, d'accord. Ça, on réserve ça pour les membres de la formation. Mais ce qu'on va faire, c'est le sujet de mathématiques. Mais on va pas tout faire, on va faire juste l'exercice 1 pour que la vidéo ne soit pas longue. D'accord? Donc, on passe à l'exercice 1. Alors, la première question donne la matrice M, d'accord? On dit de vérifier cette relation. Bon, ça c'est très simple. Question A, vérification de la relation M moins I, facteur de M plus 3I égale à 0. Donc ça c'est OK. Pas tout le monde peut effectuer ce calcul. Passons directement à la question B. C'est l'expression, déduire l'expression de M carré en fonction de M. C'est là où ça devient un peu intéressant. Et de I aussi. Donc, si on développe cette expression, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que M carré plus 3M moins M moins 3I égale à 0, la matrice nulle. Ça veut dire que ceci veut tout simplement dire que M carré égale à 3I moins 2M. Tout simplement. Donc c'est la relation qui était attendue. Ok. Ensuite, on dit de trouver M moins 1. On dit de calculer M moins 1. Pour déterminer M moins 1, c'est simple. D'après cette relation, on sait que M carré plus 2M
moins 3i égale à 0. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut tout simplement dire que m facteur de m plus 2i égale à 3i, ou encore m multiplié par 1 tiers de m plus 2 tiers de i égale à i. Ceci veut dire tout simplement que m est inversible et m moins 1, l'inverse de m c'est 1 tiers de m plus 2 tiers de i. Ok. On est à la question petit b, maintenant on passe à la question petit c. Petit c, qu'est-ce qu'on dit? Petit c, défini par récurrence la relation ici. D'accord. Donne les propriétés de UN et Pn. Donc, on va démontrer que m puissance n peut s'écrire sous la forme UN fois m plus Vn fois i. Dans ça, on va procéder par récurrence. N'est-ce pas? On va appeler h de n, selon h de n, la proposition suivante, quel que soit n. Dans n, m puissance n s'écrit sous la forme un fois m plus vn fois i. Donc voilà notre proposition. Alors, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a m puissance 0 égale à i. On sait que ceci est égal à u0 m plus v0 i, n'est-ce pas? Par identification, on trouve que u0 égale à 0 et v0 égale à 1. Ok, c'est vérifié. Maintenant, pour n égale à 1, on a m puissance 1 égale à m. C'est égal à 1 fois m plus 0 fois i. On sait que c'est aussi égal à u1 m plus v1i. Ceci implique que u1 égale à combien? 1 et v1 égale à 0. Tout simplement. Pareil, pour n égale à 2, on a m carré, d'après ce qui précède, m carré égale à quoi? D'après la question précédente, moins 2m plus 3i. Moins 2m plus 3i. Et on sait que c'est aussi égal à u2m plus v2i. Ceci implique donc que u2 égale à combien? Moins 2 et v2 égale à 3. Maintenant, on va dire soit, vous voyez que ici on a h0 vrai, h de 1 qui est vrai, h de 2 qui est vrai. Maintenant, on va dire soit n supérieur à 2, supposons h de n vrai. Et montrons que h de n plus 1 est aussi vrai. Donc, pour faire cette démonstration, c'est simple. On va calculer m puissance n plus 1. C'est égal à m puissance n multiplié par m. C'est égal, d'après l'hypothèse de récurrence, m puissance n est égal à un fois m plus vn fois i, et tout multiplié par m. Donc c'est égal à, si on développe, un fois m au carré plus vn fois m. Je vais multiplier m avec m, et multiplier aussi avec i. Donc si on remplace, ça fait un fois m au carré. M au carré, c'est moins 2m
plus 3i. D'accord, plus Vn fois m. Qu'est-ce qu'on trouve? Lorsqu'on regroupe, on va trouver moins 2 un fois m plus 3 uni plus Vn fois m. Si on réduit, ça va faire moins 2 un plus Vn, tout multiplié par m, d'accord, plus 3 un fois i. Et on sait aussi que tout ceci n'est rien d'autre que u indice n plus 1 fois m plus v indice n plus 1 fois i. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on a bien u indice n plus 1 par identification égale à moins 2 un plus vn et v indice n plus 1 égale à 3 un. Donc ça résout la question petit a. Petit c autant pour moi. Ensuite, on dit de vérifier la relation si. Là, c'est simple. On va calculer. Donc là, on a la question D. Question petit d. Question petit d. On va montrer que un plus 1 plus vn plus 1 égale à un plus vn. Donc on va donc calculer un plus 1 plus vn plus 1 est égal à quoi? Un plus 1, son expression c'est moins 2 un plus vn, et vn plus 1, son expression c'est plus 3 un. Donc quand on va simplifier, ça va faire 3 un moins 2 un plus vn qui est égal en fin de compte à un plus vn. D'accord? Et on sait que si un plus 1 plus vn plus 1 égale à un plus vn, ça sera aussi égal à un moins 1 plus vn moins 1. Si on continue, on aura égal à u0 plus v0 qui est égal à 1. Ok, c'est la question petit d. Petit e, on déduit que un plus 1 égale à moins 3 un plus 1. Donc ici, on va calculer un plus 1, n'est-ce pas? On veut montrer un plus 1 égale à moins 3 un plus 1. Donc, on part du fait que on sait que un plus 1 plus vn plus 1 égale à 1. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que un plus 1 plus 3 un égale à 1. Pourquoi? Parce que cette quantité-ci, c'est vn plus 1. Donc, ça implique donc que un plus 1 égale à moins 3 un plus 1. Ça démontre la question. Maintenant, question petit f. Question petit f. Exprimer un et vn en fonction de... Qu'est-ce que je dis? Exprimer un, vn et m puissance n en fonction de n. Donc, on va exprimer un, vn et m puissance n en fonction de n. Ok. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la suite un plus 1 est égale à moins 3 un plus 1. Ça, c'est ce qu'on appelle les suites récurrentes, linéaires, simples. Donc, ce sont les suites de la forme un plus 1
égale à AUN plus B. Donc, généralement, l'expression de UN en fonction de N, lorsque vous avez une suite comme ça va tout simplement dire que UN est égal à B sur A moins 1, tout multiplié par A puissance N moins 1. Donc, vous pouvez démontrer ça, c'est très simple. On peut démontrer ça. Donc, pour notre cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate que UN plus 1 égale à moins 3 UN tout plus 1. Ça veut dire que notre A ici c'est moins 3 et notre B c'est 1. Donc, UN est égal à quoi? Ça va faire B. B c'est 1 sur A moins 1, moins 3, moins 1, tout multiplié par A puissance N, donc moins 3 puissance N, moins 1. Ok, donc on a donc UN va donner finalement 1 quart moins 3 puissance N sur N. Et à partir de là, on part du fait que Vn égale à 1 moins UN. D'accord? Car UN plus Vn égale à 1. Ceci veut dire que Vn, on va trouver que c'est égal à 3 quarts plus moins 3 puissance N sur 4. D'accord? Maintenant, M à la puissance N est égal à UN fois M plus Vn fois I. Ok, donc quand on va remplacer, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que M puissance N sera égal à 5 quarts moins 3 puissance N sur 4, 1 demi moins 3 puissance N sur 4 et moins 1 quart, pardon, moins 1 quart plus moins 3 puissance N sur 4. Ici, on aura moins 1 plus moins 3 puissance N tout sur 4. Ici, on aura moins 3 puissance N. Et là, on aura 1 moins 3 puissance N tout sur 4. Et ici, on aura 1 moins 3 puissance N sur 4. Ici, on aura 1 moins 3 puissance N sur 2. Et là, on aura 0. Donc, voilà l'expression de M à la puissance N. Maintenant, on se propose de trouver UN et Vn par une autre méthode. On doit déterminer une matrice A telle que le vecteur UN plus 1, Vn plus 1 égale à A fois le vecteur UN, Vn. Bon, ça c'est facile. On est à la question 2A. 2A, qu'est-ce qu'on constate? On sait que UN plus 1 égale à moins 2 UN plus Vn. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On sait aussi que Vn plus 1 égale à 3 UN. Ceci veut dire qu'on peut écrire ça sous forme matricielle. UN plus 1, Vn plus 1 égale à moins 2, 3, 1, 0, tout multiplié par UN, Vn.
Donc, notre matrice A, c'est notre matrice A. Ensuite, dans la deuxième question, on considère la matrice P, que voici. Calculer P carré et P moins 1. Donc, on a la question de B. Alors, on va trouver que P carré va donner 4, 0, 0, 4. Tout le monde sait calculer ça. Ça va faire 4i. D'accord. Et on demande à déduire P moins 1. P moins 1 égale à combien? Donc, comme on a P carré égale à 4i, ça veut dire que P multiplié par 1 quart de P égale à I. Ça veut dire que P moins 1 égale à 1 quart de P, tout simplement. Il y a une autre question qui dit que calculer P puissance n en fonction de n. Donc, P puissance n en fonction de n. Donc, qu'est-ce qu'on a? Calculons par exemple P au cube est égal à P au carré fois P qui est égal à 4i. P qui est égal à 4p, c'est-à-dire 2 carré fois p. Ok. Si on calcule p puissance 4, p puissance 4, ça va faire p au carré fois p au carré qui est égal à 4i carré. 4 au carré fois i au carré, ce qui donne 2 puissance 4i. Ensuite, p puissance 5. Si on calcule p puissance 5, ça fait p puissance 4 fois p, qui donne 2 puissance 4 p. D'accord? P puissance 6. Calculons p puissance 6. Ça va faire p puissance 3 fois p puissance 3, ce qui va donner 4p multiplié par 4p, ce qui donne 2 puissance 6 i. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque n est pair, lorsqu'on a p puissance 2n, c'est égal à 2 puissance 2n fois i. Et p puissance 2n plus 1 égale à 2 puissance 2n fois p, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? On dit de calculer cette quantité. Donc, la question C, c'est de calculer A' égale à P moins 1 à P. On va trouver que c'est égal à 1, 0, 0, moins 3. D'accord? Si vous faites ce calcul, vous allez trouver cette quantité-là. Et on dit calculer A' puissance n. Donc, A' c'est une matrice diagonale. Ça veut dire que A' puissance n est égal à 1 puissance n. 0, 0, moins 3 puissance n. Ce qui va donner 1, 0, 0, moins 3 puissance n. Voilà, A' puissance n. Question petit d. Question petit d, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Calculer A puissance n
et trouver UN et VN. Donc, on peut calculer A puissance n, UN et VN en fonction de n. Donc, on sait que A' égale à P-1 AP. Ceci veut dire que A égale à P, A', P-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A puissance n égale à P, A' puissance n, P-1. Donc, lorsqu'on va calculer, on va trouver un quart multiplié par 1 plus 3 fois moins 3 puissance n, 3 moins 3 fois moins 3 puissance n, 1 moins 3 puissance n, et 3 plus moins 3 puissance n. Donc voilà, voilà A puissance n. Maintenant, c'est que UN, Vn est égal à A puissance n fois U0, V0, tout simplement. Et on calcule, ça montre le résultat. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour le master en actuariat. Nous allons corriger une autre fois pour que la vidéo ne soit pas longue. Merci et à la prochaine.